Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de faire, de donner un cours de pisciculture qui va nous permettre d'avoir certaines notions de base en matière de pisciculture, de pouvoir maîtriser la pisciculture, de pouvoir vous lancer dans un domaine. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons continuer ce qu'on vient de faire sur la reproduction des poissons-chats. Aujourd'hui, nous allons parler de la production du fretin. Les œufs de poisson-chat sont de petite taille et éclosent pour donner de très petites larves de poissons. Les larves de la barbue de rivière éclosent avec une très petite vésicule vitelline qui contient des éléments nutritifs pour nourrir des poissons jusqu'au moment où ils pourront aller en quête d'aliments. Le fretin est maintenu dans les auges de frais jusqu'au moment où la vésicule vitelline est entièrement consommée et le fretin commence à se nourrir des aliments naturels présents dans l'étang. Ce moment arrive environ 4 jours après l'éclosion des œufs et on les transférera alors dans les étangs d'alevinage. Lorsqu'on prend le cas des œufs de poisson-chat, ce sont de petits œufs, mais lorsqu'ils éclosent, ils éclosent pour donner des larves avec une vésicule vitelline, une vésicule vitelline qui permet à la larve de pouvoir se nourrir. Donc, tout juste le temps de permettre à la larve de développer certains organes pour pouvoir mieux nager et chercher seul de l'aliment. Donc, la résolution de la vésicule vitelline, ça peut faire environ 3 jours. Donc, le 4e jour déjà, et la larve peut la levain maintenant, bien, le fretin peut commencer à se nourrir. Les dimensions des étangs d'alevinage varient. On y met un socle de fretin d'une densité de 50 exemplaires par mètre carré de superficie de l'étang. L'application des engrais commence lorsque le disque de séquée indique une profondeur de 25 à 50 cm. La fertilisation peut consister en apport de fumier, c'est-à-dire 5 kg de fumier de vache ou 3 kg de fumier de poule ou de porc pour 100 m², et ou des engrais chimiques, c'est-à-dire 50 g de phosphate et 100 g d'urée pour 100 m². 2 semaines après l'empoisonnement, la production de phytoplancton et de zooplancton sera insuffisante pour répondre aux besoins alimentaires des alevins en pleine croissance. Ces derniers commenceront alors à se nourrir des organismes qu'ils trouveront dans le fond de l'étang, tels que les larves de moustiques, et le cannibalisme est fréquent. Sans alimentation additionnelle, on peut réaliser un taux de survie maximum d'environ 30% du nombre total stocké après une période d'alevinage de 30 jours. Les alevins auront un poids moyen de 1 à 3 grammes et 3 à 6 cm de longueur. Pour l'alevinage, il y a certains, comme je pense que vous le savez déjà, et pour empoisonner pour empoisonner l'étang, il y a certaines densités à respecter. Ces densités, vous pouvez les adapter en fonction de votre contexte. Et avant d'empoisonner l'étang, naturellement, il faut le fertiliser. Maintenant, les jeunes alevins ou bien les larves qui ont perdu leur vésicule vitelline, qui sont devenus des alevins, se nourrissent de phytoplancton et de zooplancton. Maintenant, déjà
2 semaines après maintenant, cette nourriture ne leur sera plus suffisante. Donc, ils vont commencer par se nourrir d'autres organismes dans le temps. Et dans ce cas, il faut leur apporter de l'aliment, de l'aliment fabriqué. Parce que s'ils ne sont pas bien nourris, ils vont se dévorer entre eux. On va assister à un cannibalisme. Et s'il y a cannibalisme là, vous pouvez avoir un taux de suivi de 30% de vos arrivées par rapport à ce que vous avez empoisonné. Et là, c'est une énorme perte pour vous. Le fretin des espèces appartenant à la famille des Pangacidae est généralement transféré dans des étangs d'alvéolage directement après l'éclosion. Le fretin se nourrit des aliments naturels qui se trouvent dans l'étang. On recommande l'administration d'aliments supplémentaires puisque la production des aliments naturels n'est pas toujours suffisante. Nous allons maintenant aller au niveau des étangs de grossissement. La taille de ces étangs varie entre 5 000 et 20 000 mètres carrés. Étant donné que les faibles températures de l'hiver ralentissent la croissance, on garde parfois les barbues de rivière dans l'étang pendant 2 ans pour qu'ils atteignent une taille marchande. Lorsqu'on empoisonne un étang de grossissement, il faut veiller à ce que tous les alevins aient la même taille. Autrement, il sera question de cannibalisme, car les plus grands commencent à manger les plus petits si la quantité de nourriture disponible n'est pas suffisante. Pendant la première année, la densité du stock est autour de 20 alevins pour 10 mètres carrés, peut être réduite à 4 pendant la deuxième année. Lorsqu'on veut élever des poissons carnivores, ici nous sommes dans le cas des poissons-chats, il faut élever des poissons. Lorsqu'on veut empoisonner un étang en mettant des alevins de poissons, il faut mettre des alevins de même taille. Si vous mettez des gros et des petits, lorsqu'il y aura manque de nourriture, les grands vont dévorer naturellement les plus petits. Les étangs destinés au grossissement des espèces appartenant aux familles Clade Pangacidae ont une taille qui peut varier entre 1000 et 20 000 mètres carrés. Leur profondeur est généralement de 1 à 3 mètres. Normalement, le taux de stockage est de 25 alevins par mètre carré. On cultive également le poisson-chat dans les cages flottantes, dont la superficie peut varier entre 6 et 100 mètres carrés. Donc, vous voyez qu'ici, il est question des densités. Mais les densités, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez prendre les densités qui sont ici et les appliquer à votre milieu d'élevage. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire vos expériences personnelles et après les adapter à votre milieu. Les besoins alimentaires. Tout comme les tilapias, les poissons-chats en régime alimentaire varient. Ils mangeront pratiquement toute la nourriture qu'ils trouveront dans l'étang. Ils montrent une légère préférence pour les petits poissons, dont la taille peut aller jusqu'à 30% de la longueur de leur propre corps, et pour le matériau qu'ils trouvent dans le fond de l'étang comme les matériaux végétaux. Donc les poissons-chats ont un régime alimentaire varié. Ils peuvent consommer tout ce qu'ils trouvent dans l'étang, c'est-à-dire qu'ils sont des omnivores, mais ils ont aussi une tendance carnivore. Ils ont besoin de beaucoup de protéines. Ils aiment consommer aussi les petits poissons. De nombreuses espèces de poissons-chats, en plus des branchies qui extraient l'oxygène de l'eau, une paire d'organes respiratoires supplémentaires qui leur permettent d'extraire l'oxygène de l'air. Elles sont capables de rester hors de l'eau pendant assez longtemps et parfois elles sortent des étangs pour aller à la recherche de nourriture. C'est pour cette raison que les barbues de rivière sont parfois appelées poissons-chats ambulants. Comme elles peuvent survivre dans des conditions environnementales assez pauvres, comme par exemple des étangs plus profonds avec des carences en oxygène,
On les met parfois en stock dans des champs de riz avec des carpes et des tilapias afin d'utiliser toute la nourriture naturelle disponible. Les poissons-chats cultivés en rizière mangeront pratiquement de tout, mais ils ont une prédilection pour les vers, les escargots et les poissons. Donc, lorsqu'on prend le cas des poissons-chats, en plus des branchies qui leur permettent d'extraire de l'oxygène, ils ont un système respiratoire supplémentaire qui leur permet de capter l'oxygène de l'air. Et lorsqu'on prend le cas des barbus de rivière, il arrive que les barbus de rivière sortent des fois de l'étang à la recherche de nourriture et ils reviennent. Là, bien sûr, c'est le cas des étangs où c'est le cas des étangs où il n'y a pas une longue distance entre la surface de l'eau et la terre ferme. Les poissons-chats africains se nourrissent des aliments naturels disponibles dans l'étang. On y ajoute des fertilisants pour augmenter la totalité de la production alimentaire. L'expérience a montré que les apports de fumier conduisent à une production de poissons plus importante que les apports d'engrais chimiques. Lorsqu'on prend le cas des poissons-chats sont des aliments naturels disponibles dans l'étang. Si on fertilise, ça peut améliorer la production. Et le mieux serait d'utiliser l'engrais organique parce que l'engrais organique ne se décompose pas rapidement. Ça se décompose avec le temps et son effet à long terme. Or là que lorsqu'on prend le cas des engrais chimiques, c'est vrai, l'effet est évident, mais l'effet ne dure pas. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les laisser en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.